Chapitre 3. La transformation des pensées latentes du rêve en son contenu manifeste mérite de retenir toute notre attention, car elle est le premier exemple connu de la manière dont un matériel psychique passe d'une forme d'expression dans une autre. Disons, d'une forme d'expression parfaitement intelligible dans une autre à l'intelligence de laquelle nous ne parvenons que par un travail méthodique. En égard aux relations qui existent entre le contenu latent du rêve et son contenu manifeste, les rêves peuvent se diviser en 3 catégories. En premier lieu, nous plaçons les rêves clairs et raisonnables qui semblent emprunter directement à notre vie psychique consciente. Ces rêves se produisent souvent, ils sont brefs et ne nous intéressent guère parce qu'ils n'ont rien qui étonne, rien qui frappe l'imagination. Qu'il existe de pareils rêves, c'est le meilleur argument contre la théorie qui veut que le rêve soit un produit de l'activité isolée de quelques groupes de cellules. Ils ne témoignent en aucune façon d'une activité psychique réduite ou fragmentée, et pourtant nous n'hésitons pas à leur reconnaître les caractéristiques du rêve, jamais nous ne les confondrons, et pourtant nous n'hésitons pas à leur reconnaître les caractéristiques du rêve, jamais nous ne les confondrons avec des productions de l'état de veille. En second lieu, nous avons le groupe des rêves raisonnables dont le sens, quoique parfaitement clair, ne laisse pas de nous étonner parce que rien en nous ne justifie de telles préoccupations. C'est le cas, par exemple, quand nous rêvons qu'un parent qui nous est cher vient de mourir de la peste, alors que nous n'avons aucun motif d'appréhender cet événement ou de le croire possible. Nous nous demandons avec surprise d'où peut bien me venir cette idée. Le troisième groupe, enfin, comprend les rêves qui manquent à la fois de sens et de clarté, qui sont incohérents, obscurs et absurdes. C'est sous cette forme d'ailleurs qu'ils se présentent le plus souvent, et c'est pour cela que les médecins, qui n'attribuent aux rêves qu'une importance médiocre, refusent de voir en eux autre chose que le produit d'une activité psychique réduite. Disons en outre que, d'une manière générale, il est rare que des rêves un peu longs et suivis ne présentent quelques traces d'incohérence. On peut conclure de ce qui précède que l'opposition entre le contenu latent du rêve et son contenu manifeste n'a d'importance que pour les rêves de la deuxième et plus spécialement de la troisième catégorie. C'est dans ceci que se rencontrent les énigmes que l'on ne peut résoudre qu'en remplaçant le contenu manifeste par le contenu latent. Et l'analyse que nous avons exposée précédemment est celle d'un rêve de cette catégorie aussi confus qu'intelligible. Mais, contre notre attente, nous nous sommes heurtés à des motifs de discrétion qui nous ont empêchés de pousser à fond notre analyse, et après quelques essais du même genre, nous nous croyons fondés à conjecturer ce qui suit. Entre le caractère confus et incompréhensible du rêve et la résistance que l'on éprouve à en développer la pensée latente, il existe un rapport secret et nécessaire. Nous chercherons à savoir de quelle nature est ce rapport, mais auparavant, il est désirable que nous tournions notre attention vers les rêves plus simples de la première catégorie, ceux où le contenu manifeste et le contenu latent se confondent de telle sorte que le travail du rêve y semble nul. L'examen de ces rêves est encore nécessaire à un autre point de vue. C'est le type selon lequel se forment les rêves des enfants. Rêves cohérents et toujours parfaitement clairs. Ceci, soit dit en passant, serait un motif de plus de ne pas vouloir ramener le rêve à une activité partielle du cerveau dans le sommeil, car pourquoi cette réduction des fonctions psychiques serait-elle propre au sommeil de l'adulte et non pas à celui de l'enfant ? Toujours est-il que les processus psychiques chez l'enfant étant extrêmement simplifiés, leur étude nous semble une préparation nécessaire à l'étude de la psychologie de l'adulte. Je donnerai ici en exemple les quelques rêves enfantins qu'il m'a été possible de recueillir. Une petite fille de 19 mois est tenue à la diète pendant un jour parce qu'elle a vomi le matin. Au dire de sa bonne, ce sont les fraises qui lui ont fait du mal. Dans la nuit qui suit ce jour de jeûne, elle prononce en rêve son nom d'abord, puis fraise, tartine, bouillie. Donc l'enfant rêve qu'elle mange et voit dans son menu précisément les choses dont elle s'attend à être privée. Un enfant de 22 mois voit de même en rêve un plaisir défendu. Il avait dû la veille offrir à son oncle un petit panier de cerises dont on ne lui avait permis de manger qu'une seule. En s'éveillant le matin et les déclarant enchanté,
Hermann a mangé toutes les cerises. Une petite fille de 3 ans et 3 mois avait fait une promenade trop courte à son gré car elle s'était mise à pleurer au moment de descendre. Le lendemain, elle raconta qu'elle avait vogué sur le lac pendant la nuit. Elle avait donc continué en rêve le divertissement interrompu. Un enfant de 5 ans et 3 mois se montrait de mauvaise humeur au cours d'une excursion dans la région du Dachstein. À chaque nouveau sommet, il demandait si c'était là le Dachstein. Et pour finir, il refusa d'aller avec les autres voir la cascade. Son attitude, que l'on met sur le compte de la fatigue, s'expliqua le lendemain. Il déclara à son réveil avoir rêvé qu'il montait sur le Dachstein. Il avait cru que le but de la promenade était l'ascension du Dachstein, et ne voyant pas la montagne, s'était senti frustré. Après quoi, le rêve l'avait dédommagé de la déception du jour. Même exemple chez une fillette de 6 ans en promenade avec son père et que l'heure tardive obligeait à rentrer sans avoir atteint le but. Elle avisa le poteau indicateur où se lisait un autre lieu d'excursion et son père lui promit de l'y conduire une autre fois. Le lendemain matin, elle raconta à son père qu'elle avait rêvé qu'il faisait avec elle la première excursion et puis la seconde. Il est aisé de voir que tous ces rêves d'enfants sont identiques en un point. Ils réalisent les désirs que le jour a fait naître et n'a pas satisfaits. Ils sont donc franchement et sans détour des désirs réalisés. Voici encore un rêve d'enfant inintelligible à première vue, mais qui ne fait non plus que réaliser un désir. Une fillette de près de 4 ans avait été amenée de la campagne à la ville à cause d'une poliomyélite. Elle avait passé la nuit chez une tante à sa taille. Le lendemain matin, elle dit avoir rêvé que le lit était devenu beaucoup trop petit, de sorte qu'il n'y avait plus assez de place. L'énigme de ce rêve, en tant que réalisation d'un désir, est facile à éclaircir. Qui ne sait que pour les enfants, une chose entre toutes est désirable, devenir grand. Les dimensions du lit avaient rappelé trop vivement à la fillette son peu d'importance, aussi s'empressa-t-elle de remédier en rêve à cette situation humiliante, et elle devint si grande que le grand lit même ne pouvait plus la contenir. Lors même que le rêve enfantin se complique et se raffine, il reste toujours aisé de le réduire à la satisfaction d'un désir. Un petit garçon de 8 ans rêve qu'il se trouve aux côtés d'Achille dans le char conduit par Diomède. On n'ignore pas qu'il s'était plongé la veille dans la lecture des légendes héroïques de la Grèce. Nul doute qu'enthousiasmé par ces 2 héros, il n'ait regretté de n'avoir pas vécu de leur temps. Ces différents exemples nous révèlent un second caractère du rêve enfantin. Il est en relation directe avec la vie quotidienne. Les souhaits que l'on y voit réalisés, l'enfant les a formulés pendant le jour, le plus souvent la veille, avec une vivacité toute particulière. Et d'autre part, jamais il ne rêve des choses qui semblent insignifiantes ou indifférentes à un esprit enfantin. Chez l'adulte aussi, on rencontre de nombreux exemples de ces rêves du type infantile, mais comme nous l'avons dit déjà, ils sont presque toujours très brefs. C'est ainsi que bien des personnes, s'il leur arrive d'avoir soif en dormant, rêvent qu'elles boivent. Le désir ainsi momentanément écarté, elles peuvent continuer à dormir. Ces rêves, que l'on pourrait appeler rêves de confort, ne sont pas rares et se produisent souvent un peu avant le réveil, quand le dormeur pressent qu'il va falloir se lever. Il se hâte alors de rêver qu'il est sur pied, qu'il est déjà occupé à sa toilette, ou même à l'école, au bureau, à l'endroit où il importe de se rendre. Dans la nuit qui précède un voyage, on rêve souvent que l'on est arrivé à son lieu de destination. De même, avant une représentation théâtrale ou une réunion d'amis, il arrive que le rêve anticipe, comme par une sorte d'impatience, sur le plaisir qu'on se promet. La réalisation du désir s'exprime parfois dans le rêve d'une manière indirecte. Il est nécessaire alors, pour rétablir la vraie pensée du dormeur, d'ajouter l'anneau qui manque à la chaîne. C'est le premier pas dans la voie de l'interprétation du rêve. Un mari, par exemple, me raconte le rêve de sa jeune femme. Celle-ci a rêvé que ses règles ne se produisaient. Or, la cessation des règles est symptôme de grossesse. Ces 2 idées ne peuvent que coïncider dans l'esprit de la jeune femme, et le contenu de son rêve, en tant que désir réalisé, m'indique clairement qu'elle souhaite que la grossesse tarde encore à venir. Dans des cas spéciaux de nécessité extrême,
les rêves du type infantile deviennent singulièrement fréquents. Le chef d'une expédition polaire raconte que pendant l'hivernage dans les glaces, ces hommes, condamnés à des menus invariables et à la portion congrue, rêvaient toutes les nuits comme des enfants à des repas plantureux, à des montagnes de tabac et aux joies du foyer. Il n'est pas rare que sur un fond de rêve obscur, long et confus, se détache un motif plus clair dans lequel on reconnaît immédiatement la réalisation d'un désir. Mais ce motif est soudé à des matériaux incompréhensibles, et après qu'on s'est appliqué longuement à analyser des rêves d'adultes, ceux mêmes qui paraissent les plus superficiels, on est assez étonné de s'apercevoir qu'ils n'ont jamais la simplicité des rêves enfantins et qu'un sens mystérieux se cache encore derrière l'image du désir réalisé. L'énigme du rêve se trouverait sans doute résolue de la manière la plus simple et la plus satisfaisante si l'analyse nous permettait de ramener les rêves obscurs et intelligibles des adultes au type infantile, c'est-à-dire d'y voir la réalisation d'un désir vivement ressenti pendant le jour. Mais cette attente ne semble pas justifier le moins du monde. Les rêves des adultes sont presque toujours encombrés de matériaux absurdes et hétéroclites, et ceux-ci n'offrent pas trace d'un désir réalisé. Avant d'abandonner ces rêves infantiles, qui sont visiblement des réalisations de désirs, notons encore une particularité qui a été observée depuis longtemps dans le rêve et qui se vérifie le mieux sur ceux du premier groupe. Chacun des rêves que nous venons d'étudier peut se formuler par un souhait. « Oh, si la promenade sur l'eau avait duré plus longtemps! Que ne suis-je déjà levé et habillé! Que n'ai-je mangé toutes les cerises, au lieu de les donner à mon oncle ?» Mais le rêve donne quelque chose de plus que ce mode optatif. Il nous montre le souhait réalisé. Il nous offre cette réalisation sous une forme réelle et actuelle. Et les matériaux dont il se sert pour nous la représenter consistent le plus souvent en situations, en images sensorielles, presque toujours visuelles. Donc, dans ce groupe même, il se produit une sorte de transposition que nous pouvons appeler travail de rêve. Une pensée qui existait sous la forme optative est remplacée par une image actuelle. Chapitre 4. Nous avons été amenés à penser que quelques-unes des images que nous rencontrons dans nos rêves les plus incohérents sont aussi le résultat d'une transposition. Nous ignorons, il est vrai, si cette transposition a eu un désir pour objet. Toutefois, l'exemple du rêve cité plus haut et dont nous avons déjà poussé assez loin l'analyse semble, dans 2 de ces endroits au moins, nous confirmer dans cette supposition. On se rappelle que dans l'analyse de ce rêve, ma femme, à table d'hôte, s'occupe des étrangers plus que de moi et que je m'en montrais froissé. Dans le rêve, c'est le contraire. La personne qui représente ma femme est toute tournée vers moi. Or, s'il est un désir qu'un incident pénible peut faire naître, c'est bien celui de voir se produire l'incident opposé, précisément l'incident du rêve. Et cet autre sentiment que je découvre à l'analyse, la rancœur pour l'amour gratuit qui m'est refusé, ne trouve-t-il pas sa contrepartie dans les paroles du rêve ? Vous avez toujours eu de si beaux yeux. De sorte qu'une partie des oppositions entre le contenu manifeste du rêve et son contenu latent peuvent aussi se ramener à des désirs réalisés. Le travail de rêve a encore une action plus surprenante à laquelle sont dus sans aucun doute nos rêves les plus incohérents. Prenant un rêve quelconque, si nous évaluons le nombre de ces images, soit directement, soit en les notant par écrit, et que nous fassions ensuite le même calcul sur les idées latentes fournies par l'analyse et dont le rêve a gardé une trace, nous nous apercevrons que le travail de rêve a opéré une compression, une condensation singulière. Il est difficile de se faire une idée a priori de l'importance de cette condensation, mais elle ne pourra que nous frapper davantage à mesure que nous avancerons dans l'analyse du rêve. Nous ne rencontrerons alors aucun des éléments de son contenu dont les fils ne divergent dans 2 ou 3 directions, aucune situation dont les éléments ne soient empruntés à 2 ou à plusieurs réminiscences de la vie réelle. Il m'est arrivé par exemple de voir en rêve une sorte de bassin de natation où les baigneurs semblaient fuir de tous côtés. À un certain endroit, une personne se penchait par-dessus bord vers une autre occupée à se baigner, comme pour l'attirer hors de l'eau.
Nous trouvons ici la combinaison d'un souvenir de l'époque de ma puberté et de 2 tableaux dont l'un était la surprise au bain dans les tableaux de Schwind sur Mélusine, baigneurs fuyant de tous côtés, et l'autre un déluge de l'école italienne. J'avais vu un de ces tableaux quelques jours auparavant. Quant au petit incident, il est dû à une réminiscence de l'école de natation et au spectacle du patron aidant à la sortie d'une dame qui s'était attardée jusqu'à l'heure des messieurs. Dans le rêve que j'ai choisi en exemple du travail d'analyse, il y a une situation que l'analyse nous montre liée à différents souvenirs. Or, chacun de ces souvenirs a apporté sa contribution au contenu du rêve. C'est d'abord la petite scène du temps de mes fiançailles, cette pression de main sous la table dont j'ai parlé plus haut, et qui fournit au rêve le détail sous la table, attribuable à la mémoire. Quant à la personne tournée vers moi, il n'en était plus question alors. L'analyse m'apprend que ce détail est une réalisation de désir par le contraire et qu'il se rapporte à l'attitude de ma femme à table d'hôte. Derrière ce souvenir récent se cache une scène pareille, mais beaucoup plus tragique, qui remonte à nos fiançailles et nous brouilla pour tout un jour. Quant au geste familier de la main qui se pose sur mon genou, il évoque d'autres personnages et d'autres associations d'idées. Il devient lui-même le point de départ de 2 enchaînements de souvenirs très différents, et ainsi de suite. Il faut naturellement que les détails empruntés aux idées latentes et qui, rapprochés, vont produire une situation de rêve, soient a priori utilisables. La première condition, c'est la présence, dans toutes ses composantes, d'un élément commun, voire de plusieurs. Le travail du rêve va servir alors du même procédé que Francis Galton pour ses photographies de famille. Il superposera les éléments de manière à faire ressortir en l'accentuant le point central commun à toutes les images superposées, tandis que les éléments contradictoires, isolés, iront plus ou moins en s'atténuant. Ce procédé de composition explique en partie l'imprécision, le caractère flottant qui sont si caractéristiques dans les détails accessoires du rêve. Les observations qui précèdent m'ont servi de base pour établir une des règles de l'interprétation du rêve. Quand, dans l'analyse des idées de rêve, on se trouve en présence d'une alternative, il faut se rendre compte que celle-ci n'est qu'une affirmation déguisée. Remplacer le « ou » par un « et prendre les 2 termes de la fausse alternative pour point de départ de nouvelles chaînes d'association. Quand les idées latentes n'ont pas de point commun, le travail de rêve, qui a toujours pour but de former une image unique, parvient néanmoins à les fusionner en une seule. Le stratagème qu'il emploie pour joindre ainsi 2 idées qui n'ont rien de commun, c'est de changer l'expression orale de l'une des 2, souvent même des 2 à la fois, travail qui revient en somme à couler 2 images disparates dans le moule unique d'une seule forme de langage. On pourrait assimiler cette fonction à celle de l'assembleur de rimes qui trouve dans la concordance des sons l'unité souhaitée. La plus grande partie du travail de rêve consiste à créer des transitions qui sont parfois très ingénieuses mais nous paraissent souvent forcées. Elles servent à établir l'association qui existe entre le contenu du rêve et l'idée latente elle-même, différente dans sa forme et dans sa matière, élaborée par les circonstances qui ont amené le rêve. En poursuivant l'analyse de notre rêve modèle, je rencontre une pensée qui a été déformée dans le but de la faire coïncider avec une autre parfaitement étrangère à la première. Parmi les idées fournies par l'analyse se trouve celle-ci. Ne jouirai-je donc jamais, comme font les autres, d'un don gratuit? Mais cette forme est inutilisable pour le contenu du rêve. Aussi est-elle remplacée comme il suit « Ne jouirai-je de rien dont il ne faille payer les frais ?» Le mot « frais » va prendre un sens nouveau pour passer dans le cycle d'idées appartenant à la table d'hôte, et il y sera représenté par les épinards servis sur la table. Chez nous, en effet, quand on sert un plat auquel les enfants refusent de toucher, leur mère cherche à les prendre par la douceur et les persuade d'en goûter seulement un peu. Il est très singulier de voir le travail de rêve se servir sans hésiter des 2 acceptations d'un même mot, mais l'expérience nous montrera bientôt que rien n'est plus fréquent. On explique aussi par le travail de condensation certaines images spéciales au rêve et que l'état de veille ignore absolument.
ce sont les figures humaines à personnalités multiples ou mixtes, et aussi ces étranges créations composites qui ne se peuvent comparer qu'aux figures animales conçues par l'imagination des peuples d'Orient. Mais celles-ci se sont cristallisées une fois pour toutes, tandis que les créations du rêve semblent emprunter des formes toujours nouvelles à une imagination inépuisable. Qui de nous n'a rencontré dans ses propres rêves des images de ce genre? Elles résultent des combinaisons les plus variées. Je puis former une figure unique de traits empruntés à plusieurs. Je puis voir en rêve une physionomie bien connue et lui donner le nom de quelqu'un d'autre, ou bien l'identifier complètement, mais la placer dans une situation où en réalité c'est une autre personne qui se trouve. Dans ces différents cas, la condensation de plusieurs personnes en une seule confère à toutes ces personnes une sorte d'équivalence. Elle les met d'un point de vue spécial sur le même plan. Cette équivalence peut être indiquée par le contenu du rêve, mais le plus souvent elle ne se découvre qu'à l'analyse, et rien ne la révèle dans le rêve, si ce n'est la figure attribuée à la personne collective. Cette règle unique et ses multiples procédés de composition s'appliquent aussi à toutes les images composites dont fourmille le rêve et dont il serait superflu de donner des exemples. Elles nous paraissent moins étranges dès que nous renonçons à les assimiler aux objets de notre perception à l'état de veille, pour nous souvenir qu'elles résultent du travail de condensation du rêve et servent à mettre en valeur, de manière brève et saisissante, le caractère commun aux différents motifs de la combinaison. Ce caractère commun, c'est l'analyse qui nous permettra de la découvrir, car tout ce que nous pouvons conclure, le plus souvent, du contenu du rêve, c'est qu'il existe une inconnue, une valeur X commune à toutes ces images hétéroclites. Et l'analyse, en dissociant ces images, nous mènera directement à l'interprétation du rêve. Prenons un exemple. J'ai rêvé que je me trouvais en compagnie d'un de mes anciens professeurs de l'université, assis sur un banc, et que ce banc, ainsi que plusieurs autres, était projeté en avant d'un mouvement rapide. Laissant de côté les associations d'idées qui m'ont amené à conclure, je crois pouvoir affirmer qu'il y a ici combinaison de la salle de cours et du trottoir roulant. Dans un autre rêve, je me vois assis sur la banquette d'un compartiment de chemin de fer, tenant mon chapeau sur mes genoux. C'est un chapeau haute forme, en verre transparent. Cette situation me fait penser tout d'abord au proverbe « En mettant chapeau bas, on arrive à tout en ce monde ». Quant au cylindre de verre, il m'amène sans trop de détours à penser au bec Auer et de là à mon compatriote, le docteur Auer de Wesbach. Je me dis que je ne serais pas fâché de faire comme lui une découverte qui me rendit riche et indépendant. Je voyagerais alors au lieu de rester à Vienne. Dans le rêve, je voyage avec ma découverte, ce chapeau de verre, d'une utilité encore discutable. Il n'est pas rare non plus que le travail de rêve se plaise à former une image composite avec deux idées contradictoires. Par exemple, ce rêve d'une jeune femme qui se voit porteuse d'une tige fleurie, celle de l'ange dans les tableaux de l'Annonciation. Symbole d'innocence, cette jeune femme se nomme Marie. Seulement la tige porte des fleurs blanches et lourdes qui ressemblent à celles du camélia, contraire de l'innocence, dame au camélia. Une grande partie de nos découvertes sur le travail de condensation dans le rêve peut se résumer comme il suit. C'est le matériel latent du rêve qui détermine le contenu manifeste presque dans ses moindres détails. Chacun de ces détails ne dérive pas d'une idée isolée, mais de plusieurs idées empruntées à ce fond et qui ne sont pas nécessairement en relation entre elles. Elles peuvent appartenir aux domaines les plus différents des idées latentes. Chaque détail du rêve est à proprement parler la représentation dans le contenu du rêve d'un tel groupe d'idées disparates. Mais l'analyse nous découvre encore une autre particularité de ces échanges compliqués entre contenu de rêve et idées latentes. À côté de ces fils divergents qui partent de chacun des détails du rêve, il en existe d'autres qui partent des idées latentes et vont en divergeant vers le contenu du rêve, de manière qu'une seule idée latente peut être représentée par plusieurs détails. Et qu'entre le contenu manifeste du rêve et son contenu latent, il se forme un réseau complexe de fils entrecroisés. La condensation nous semble un élément important et tout à fait caractéristique du travail de rêve,
au même titre que la transformation de l'idée en situation, la dramatisation. Mais quel est le motif qui rend cette compression nécessaire ? Il nous a été impossible jusqu'à présent de le découvrir.